sait qu'il va faire autre chose que ce à quoi il a toujours cru, et que, bon, c'est son droit d'ailleurs. Comme lui, quand il me voit, il sait très bien que, quels que soient les Russes de guerre, je ne changerai pas de cap, puisque j'ai tenu le même pendant 20 ans, avec des hauts et des bas. Alors, après, quand il intervient, comme il le fait au Bourget, je sais très bien où on en est, et puis je connais la vie médiatique. Bon, voilà, pendant 24 heures, il y aura beaucoup de poussière dans l'air. Et puis, la poussière va retomber. Et on va en revenir à la vérité des prix. Voilà. Quand il fait son discours, j'ai deux possibilités. Soit je fais le gauchiste malcontent et je commence à pointer les aberrations du discours. Il y en avait quelques-unes. Ou bien je fais ce qui est le plus utile au combat que je mène, c'est-à-dire que je prends le fait qui est le plus important. Pendant un discours, il élargit mon espace culturel. C'est la vérité. Pourquoi ? Parce que le front de gauche n'est plus tout seul à dire ce qui est en cause, c'est la finance. Il y a encore 3 mois, nous passions pour des exagérés, on me classait à l'extrême gauche pour avoir dit des choses pareilles. Donc ça, c'est un point positif qu'il ait dit ça. Mais c'est un point positif pour moi, bien sûr. Mais après, Maurice Safran, ne jouez pas, ne tortillez pas, n'essayez pas de m'arracher par petits mots des choses que je ne vous dirai pas. Il veut vous marier, voilà, c'est ça le... Merci Nicolas Demorand de le dire. Mais c'est peine perdue. Fais les sous-titres. Alors, évidemment, après, comme je ne serais pas dans cette responsabilité si j'étais, le dernier arrivant, l'alvin, le perdreau de l'année. Bon, non, je connais tout ça. Donc je sais très bien que comme il en a fait, et comme moi j'en rajoute derrière, en lui disant bienvenue au club, bravo, c'est formidable, il va faire la guerre à la finance, je sais très bien qu'il n'en pense pas un mot. Du coup, je sais que le coup d'après, je vais le retrouver le jeudi soir, et il va mettre le pied sur le frein, ce qu'il a fait. Donc, le feu qu'il a allumé pour les socialistes le dimanche, il l'a éteint pour les socialistes le jeudi. Mais par contre, il n'a pas éteint pour nous. Vous comprenez la différence ? Voilà. Donc, tout ça, c'est une bataille politique. Elle a sa noblesse, mais elle utilise tous les arguments qui se présentent pour elle. Et quand j'écoute ce qu'il a dit sur France 2, et sur ce plateau tout à l'heure, mes amis me passaient des petits SMS sur ce qu'il disait. Il a dit ici qu'il n'avait rien contre le système financier. Je l'invente ou pas, Demorand ? Non, je n'invente pas. C'est pas tout à fait. Non. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Voilà, je fais un soupir parce que tout à fait ce qu'il a dit. Si vos amis vous envoyaient un tweet, c'est 140 signes, c'est difficile de nuancer. Mais on va pas se faire les porte-paroles de François Hollande, c'est pas notre boulot. Ça ne serait pas un exercice si inhabituel pour vous. Bon. Donc, c'est parfaitement injuste. Arrêtez. Ça soulève les applaudissements, mais c'est injuste quand même. Mais c'est pas grave, passons. Je vais éviter, mais c'est plus à la loyale si on ne peut pas répondre de manière piquante. Bon, alors après, regardons donc François Hollande est dans sa logique politique. Il n'en est pas sorti. C'est un homme qui est partisan du traité de Lisbonne. Bon. Et comme c'est un homme conséquent, comme je le suis moi-même, il appliquera les données du traité de Lisbonne. Il ne dit pas « je suis d'accord avec le traité de Lisbonne, sauf ce qui m'embête ». Il est d'accord avec le traité de Lisbonne, donc pour la concurrence libre et non faussée. Donc il a en vue d'autres arrangements, mais en attendant, la parole du traité de Lisbonne, il la respectera. De la même manière que moi, quand je vous dis « je veux sortir du traité de Lisbonne », tout le monde m'entend. Ça veut dire que si c'est moi qui suis élu, nous sortirons du traité de Lisbonne. Il dit qu'il veut renégocier le nouveau traité. Prenons cet exemple-là, parce que vous savez à quel point le cadre européen pèse sur nos décisions. Il dit qu'il veut renégocier. Ça veut donc dire qu'il n'est pas d'accord avec l'actuel traité. Vous le comprenez comme moi, s'il veut le renégocier. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tous les partis sociaux-démocrates du Parlement européen ont voté le texte du nouveau traité, et pourquoi les socialistes français se sont-ils abstenus ? La logique aurait voulu qu'ils votent contre. Donc c'est une chose de parler d'une façon, après, voilà, donc il acceptera ça et le reste. Et l'idée d'être dans un rapport de force avec notamment l'Allemagne, c'est une chose qui se planifie et s'organise. Moi, j'ai donné des signaux pour dire comment je m'y prendrais. Donc je ne lui en veux pas d'être cohérent. Je m'amuse de voir les ruses traditionnelles de campagne électorale où on fait semblant d'être une chose, mais en réalité on est une autre. Bon, voilà, tout ça a une limite. Au moment où vous fondiez le parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, vous disiez que vous souhaitiez, en créant ce parti-là, éviter que n'arrive à la gauche française ce qui avait pu arriver à la gauche dans un certain nombre de pays en Europe, à savoir son basculement vers le centre et donc sa mort politique, sa disparition pure et simple de l'espace politique. C'était donc pour vous très clairement une façon de rappeler à la gauche ce qu'elle était et de la réancrer à gauche pour éviter qu'elle
ne fasse ce choix-là en France et qu'elle n'aille vers le centre. Cette réflexion politique fondatrice, qu'en est-il aujourd'hui que nous sommes en 2012 dans un combat politique qui est très différent, c'est une élection présidentielle. On aurait pu penser que au moment fondateur, vous vous imaginiez comme un centre de gravité ou comme un parti cherchant à faire évoluer un centre de gravité. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous imaginez toujours de cette manière-là ou comme une alternative? Alors, je prends dans l'ordre. Le moment politique qui a conduit à la création du Front de gauche a été pour chacune des parties constitutives, au départ, il n'y en a que deux. Il y a les socialistes qui, comme moi, décident de rompre. On connaissait la figure de Marc Dolé, qui était l'autre parlementaire. À ce moment-là, c'est une rupture au Parti socialiste. Et dans le Parti communiste, qui est la première en réalité composante en nombre et en importance du Front de gauche, une prise de conscience d'une impasse stratégique. Mais ils ne peuvent sortir de l'impasse stratégique sans partenaire. Donc, si vous voulez, et moi je ne peux accomplir mon objectif politique qu'en relation avec le Parti communiste, à la condition qu'il fasse lui-même cette réflexion. Donc, il y a eu un moment tout à fait extraordinaire de l'histoire de la gauche, où ces deux branches se rapprochent, créent le Front de gauche et immédiatement déclenchent un phénomène de dynamique qui fait venir à lui un bout du NPA, puis certains écologistes, notamment Martine Billard, les gens se répartissant un peu, les uns au PG, les autres dans le Front de gauche, etc. Il y a eu un moment politique fondateur très important et qui nous a épargné le désastre qui s'annonçait en France, comme il avait eu lieu en Italie. J'espère que, je ne sais pas si tout le monde le sait dans cette salle, mais en Italie, il n'y a plus de représentation socialiste ou communiste dans aucune des deux assemblées, puisque le parti de la gauche s'est transformé en parti démocrate, qui est d'ailleurs, quand il fait des campagnes électorales, M. Bayrou y va, parraine les candidats, les socialistes y vont, et ils font tout ça ensemble. Donc ce drame qu'eût été, imaginez-vous, l'Italie est le pays où il y avait le parti communiste le plus fort de toute l'Europe occidentale, et un puissant parti socialiste que dirigeait Bettino Craxi. Bon, donc ce n'est pas des petites choses. L'Italie dans la culture socialiste et la culture révolutionnaire, ce n'est pas rien. Ça a été éradiqué. Et les petits groupes qui se sont distingués du parti démocrate et les petits groupes qui sont sortis de l'ancien parti communiste sont restés à l'état de poussière, polémiquant entre elles sur des causes qui ont sans doute leur noblesse, mais qui ont abouti à ce résultat que tout a été détruit. Nous, c'est l'inverse. Nous avons commencé à nous tailler notre place et nous l'avons fait avec la méthode politique qui est la nôtre, c'est-à-dire en relation avec le suffrage universel, en mariant la bataille sociale et la bataille électorale. Bon. Ce qui nous distingue de toutes sortes de courants révolutionnaires, puisque nous croyons aux urnes. Hein. Nous croyons à la démocratie, nous croyons à la République, nous faisons des campagnes électorales, nous articulons avec des batailles sociales. Et donc nous en sommes là à la 4e élection que nous faisons. Donc nous avons construit cette force. Ce n'est pas le moment que je fasse ici comme si on était à un congrès du Front de gauche en vous expliquant comment ça s'est fait, mais ça s'est fait par étapes et de manière très méthodique. Maintenant, nous voici pour la première fois au pied du mur de la bataille pour le pouvoir, compte tenu de ce que sont les institutions de la Ve République dans notre pays. Si vous avez la capacité de présenter un candidat commun, ce qui est notre force à l'élection, ça veut dire que vous êtes candidat au pouvoir. Donc il faut venir avec un programme, ce que nous avons fait, une stratégie de rassemblement. Où en suis-je, où en sommes-nous avec les autres fondateurs de notre travail? Pour l'instant, nous pensons que nous avons bien travaillé et que du coup, notre position singulière dans l'Europe, parce que le projet politique du Front de gauche, ce n'est pas un projet franco-français, c'est un projet européen. Notre position particulière s'est considérablement améliorée. Déjà, le fait que le président du parti de la gauche européenne, c'est l'un des nôtres, c'est Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. L'ensemble des autres formations regardent si les Français vont être capables d'avancer par ce chemin-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une place pour le socialisme historique, bien sûr revisité par l'exigence de l'écologie politique, à cette étape de l'histoire? Ma pensée est que oui, de toute façon, vous serez obligé de rompre avec le système actuel pour la raison qu'il vous obligera à le faire. Comme il a obligé tous les peuples d'Amérique du Sud, il les a obligés à rompre avec, parce que c'était devenu insupportable. De la même manière, en Grèce, les Grecs seront obligés de rompre s'ils ne veulent pas se condamner à 25 ou à 30 ans d'une austérité sans fin.
Donc, il ne faut jamais examiner les événements à l'instant T. Il faut les regarder dans leur dynamique. C'est pour ça que je vous pose la question rétrospectivement. Est-ce que vous estimez, en revanche, qu'à l'instant T aujourd'hui, c'est mission accomplie? François Hollande, alors vous avez dit ce que vous en pensez, dit l'ennemi c'est la finance, je ne gouvernerai pas avec Bayrou. Est-ce que vous estimez, mission accomplie, j'ai déplacé le centre de gravité de la gauche? Ça, c'est vous les observateurs. Moi, je suis acteur. Ce que je sais, c'est que il aura déjà suffi de ça pour que le centre de gravité de la gauche, au moins, soit oscillant. Sinon, tout était perdu, tout s'en allait du même côté. Et personne ne peut dire que ce n'était pas le cas. Lui-même hésite beaucoup, mais fondamentalement, la ligne générale de la social-démocratie européenne et des sociolibéraux, c'est pas de s'allier à gauche, c'est d'englober le centre. Mais le centre, dans l'idée qu'on peut s'en faire, comme ils se décrivent eux-mêmes, comme un refus de l'affrontement avec le capital, comme un refus de la rupture avec le système de la société, comme l'acceptation des normes de la société libérale. Bon, voilà, le Front de gauche est à l'opposé de tout ça. Mais je vais vous ramener, Jean-Luc Mélenchon, malgré tout, à des... Oui, là, on est vraiment dans la théorie politique. Questions politiques. C'est intéressant. C'est très intéressant, mais à des questions politiques qui sont nées cet après-midi dans la salle avec Hollande. C'était aussi rempli que maintenant. Et c'était incontestablement une salle de gauche. Incontestablement une salle de gauche. En sortant de la rencontre avec Hollande, il y a plusieurs personnes qui étaient dans la salle qui m'ont arrêté et qui m'ont demandé « Mais est-ce que ça se finira par une entrée de Mélenchon et du Front de gauche dans le gouvernement si jamais Hollande gagne ?» C'est ce que souhaitaient les gens qui étaient dans cette salle-là. Donc vous êtes obligés de répondre à cette question parce que ce n'est pas notre question, c'est leur question. Bien sûr, mais elle est légitime. La salle précédente autour de François Hollande, je suis certain que c'était une salle de gauche. Je ne suis pas en train de vous dire que François Hollande s'est expulsé de la gauche. Je ne suis pas en train de vous dire cette bêtise qui consisterait à dire, à part le Front de gauche, tout le reste est à droite. Tout ça, c'est une vision caricaturale. Mais il y a une dispute, au sens noble du terme. Il y a une discussion qui doit conduire à une décision. Et cette décision va venir avec des bulletins de vote. Nous allons être départagés par des bulletins de vote. On ne changera pas notre avis. Après les bulletins de vote, on continuera notre bataille. Mais le peuple souverain, et en particulier ceux qui se réclament de la gauche, vont voter. Pour moi, l'essentiel est qu'ils votent en conscience sur le sujet et la question posée, et non pas sur une autre, qui serait « Ah, j'ai peur, le vote utile, donc je vote par défaut », alors que je pense que Mélenchon a raison, que le Front de gauche a raison, mais bien sûr, c'est très bien, mais je ne peux pas faire autrement que de voter pour autre chose que ce à quoi je crois. Ce qui m'a conduit à dire à plusieurs reprises dans les meetings, si vous laissez vos convictions à la porte du bureau de vote, ne vous étonnez pas de ne pas les retrouver en sortant. Voilà. Et je maintiens la formule. Maintenant, sur la question du gouvernement, ma réponse est elle comporte 3 éléments que je veux donner. Le premier est personnel, puisque à chaque fois on parle des personnes. Je ne participerai, moi, Jean-Luc Mélenchon, à aucun gouvernement autre que celui que je dirigerai moi-même. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne cherche pas à faire pression sur ceux qui ne pensent pas comme moi, mais je veux dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, dans la tâche qui est la mienne, d'être le candidat commun du Front de gauche, le Front de gauche tâchant de rassembler tout ce qui, dans ce pays, appartient aux têtes dures, aux rebelles, cette quantité considérable de citoyens n'est pas homogénéisée. Ils ne sont pas tous d'accord par rapport à la question du gouvernement. Je veux donc mettre à l'aise tous ceux qui veulent pouvoir voter Front de gauche, et sur le bulletin il y a écrit Jean-Luc Mélenchon, et quand bien même seraient-ils contre le fait qu'on aille au gouvernement, il faut leur donner, leur reconnaître l'honneur de dire, eh bien, le gars dont j'ai mis le nom sur le bulletin de vote, je ne le retrouve pas en train de faire autre chose que ce pourquoi j'ai mis le bulletin de vote. J'ai mis le bulletin